Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vous présente la partie 2 de mon top 10 des aventures d'horreur à utiliser avec Donjons Dragon 5e édition. Numéro 5, The Lamenting Lighthouse, qui est une aventure de 4 heures pour les personnages de niveau 5 à 10, conçue bien sûr pour Donjons Dragon de la Donjons Dragon 5e édition. Il s'agit d'une aventure avec un thème plus marin, avec des morts vivants, des mystères à résoudre et tout le tralala. On est un peu plus dans le classique. En gros, il y a un phare qui éclaire le chemin à travers des rochers et des hauts fonds qui, en fond, eux, interdisent l'accès aux îles du nord de Moonshea. Et malheureusement, alors que le transport du groupe des joueurs approche, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y a aucune lumière n'est en vue. La lumière du phare est éteinte. Le groupe, en fait, doivent explorer, aller de l'avant afin que leur navire puisse traverser. Ils ont une course contre la tempête pour restaurer, en fait, la lumière du phare avant que, dans le fond, le moyen de transport soit perdu pour toujours. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé au gardien du phare? Quel sombre secret, dans le fond, le phare cache-t-il? Les héros, est-ce qu'ils vont réussir dans le fond, à sortir victorieux des différentes menaces qui poussent aux alentours de cet endroit qu'on dit maudit? C'est une aventure qui peut être facilement intégrée à la campagne, ou plutôt la suite d'aventures de Ghost of Saltmarsh. Ça peut servir aussi d'interlude entre deux parties. Encore une fois, 4 heures, ça se passe super bien entre deux campagnes. J'aime ça, moi, des petites aventures très, très quick, mais qui sont très complètes. Là-dedans, vous avez des nouvelles créatures qui sont personnalisées, dans le fond, à ce qui se passe dans l'aventure, des trucs en lien justement avec les morts vivants beaucoup, mais pas que. Vous allez voir, il y a une affaire avec des créatures volantes assez dangereuses. Il y a bien sûr des documents que vous pouvez distribuer aux joueurs qui sont des aides de jeu, des personnages non joueurs qui sont intéressants. Il y a des objets magiques qui sont aussi intéressants qui était écrit en fait par Sven Trockenbrod, qui j'avais déjà lu d'autres aventures de lui, puis pour de vrai, il y a une bonne constance en termes de qualité dans ce qu'il produit. C'est un super bon module, un peu comme le précédent que j'ai parlé, un peu plus classique, mais celui-ci va mettre un peu plus l'aspect intrigue et moins l'aspect donjon. C'est vraiment facile à intégrer dans votre partie maison. Il faut vraiment être très prudent, je crois tout de même, parce que même si on est un peu moins dans la baston, lorsqu'il y a des combats, ceux-ci peuvent être très dangereux si vos joueurs ne sont pas équipés du nécessaire pour affronter les bêtes qu'ils vont rencontrer qui sont peut-être résistantes à plusieurs éléments, plusieurs choses qui peuvent rapidement mettre KO, je crois, les joueurs. Ainsi, voire adapter peut-être vers le bas certains niveaux de difficulté, mais sinon, le reste est super bon. Il y a vraiment... je pense que tout est bien construit dans cette histoire-là, puis c'est le genre de choses que justement que j'aime de l'écriture de M. Struckenbrod, c'est que la base de qualité est là pour tous les éléments que vous voulez intégrer dans une partie de Donjons Dragon, que ce soit justement l'intrigue, les personnages, les monstres, tout, l'ambiance, un tant soit peu que c'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre un contexte un peu plus horrifique pour l'Halloween. Je ne peux que conseiller de sauter sur The Lamenting Lighthouse, qui est pour moi seulement gage de qualité, tout simplement, sans tomber dans l'excentricité ou l'originalité. Numéro 4, One Night Strad, The Hydra Group, Jade Corser, Adam Seed, Harry Yarhood, Michaela Abel, Kathleen Harrington, Urfa Jordan et Josh Strickland. Ça en fait des noms. OK, ça c'est vraiment particulier parce que c'est pas comme une aventure 100% originale, vous allez comprendre pourquoi, et c'est pour ça aussi que je la mets parce que c'est super intéressant à voir. Je l'ai pas joué, je vais être très franc avec vous, je l'ai pas joué, je l'ai seulement lu parce que j'étais trop curieux de voir comment est-ce qu'elle a adapté ça. Parce qu'en gros, vous allez vivre l'aventure, l'horreur gothique de ce qu'on pourrait... Comment je pourrais dire? Comment je pourrais essayer d'écrire ça? Prenez toutes les parties de Curse of Strahd. C'est vraiment la partie de Curse of Strahd, les 200 heures de Curse of Strahd, et vous compressez le tout tel un citron afin de garder les meilleurs segments de celle-ci, afin que vous puissiez vivre le tout, ou du moins ces moments les plus marquants, dans un nombre d'heures plus défini, plus courte, parce que vous ne voulez pas partir sur une gigantesque campagne d'un livre de plus de 200 pages. Et en fond, vous allez voir qu'il y a... En gros, c'est ça. Au final, c'est ça. One Night Strad, comme le dit dans le titre, c'est une déconstruction et un rebâtissement, une reconstruction de la campagne Curse of Strahd afin que celle-ci soit jouable de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus fluide, avec des nouvelles rencontres, des nouveaux objets magiques, des super belles illustrations,
des tableaux pour pouvoir justement rendre le jeu plus rapide. Il y a comme des choses, des mécaniques qui sont mises de l'avant pour pouvoir rendre le pace, l'ambiance, le déplacement plus rapide, parce que même si on s'attend que Curse of Strahd, si un temps soit peu vous l'avez lu ou vous l'avez joué en tant que maître de jeu ou joueur, le territoire est quand même très court et très petit, le territoire de la Barovie, et l'aventure One Night Strahd va comme prendre ce contexte-là, va comme vraiment maximiser tout ce qui entoure le fait de vouloir jouer dans un contexte plus serré et sortir seulement ce qui est bon. Sortir tout ce qui est bon. Il y a vraiment un gros travail là-dessus. C'est ça que je trouve impressionnant, en fait. C'est pourquoi que je voulais comme en parler, parce qu'il y a des mécaniques qui ont été créées pour l'aventure, pour pouvoir, on va dire, modérer le pacing, modérer le rythme, qui donnent en fait vraiment la richesse à celle-ci, parce que c'est facile de se dire, je vais réécrire Curse of Strahd. Déjà, c'est un gros statement, c'est une grosse phrase qu'on dit. Puis ça va être plus rapide. Mais au final, tu vas le lire et tu te rends compte que ça va être aussi long, sinon plus long que la campagne originale. Fait que One Night Strahd prend vraiment au sérieux son modus operandi, son objectif, et l'applique de manière exceptionnelle. Et pour ça, c'est ça que je trouve qui est le plus impressionnant, c'est l'utilisation de pouvoir mettre de l'avant les combats, les compétences, la magie, les affrontements qui sont mémorables, mais que le tout soit vraiment très bien chronométré, très bien élaboré, super bien décrit, et c'est facile de gérer le tout, gérer la partie, et ça nécessite pas tant de préparation que ça, contrairement à la campagne complète. Fait que c'est vraiment super bon. C'est quand même un gros PDF. Là. Bon, ouais, on a l'impression que tu dis, ouais, mais voyons, ce PDF-là, il est donc bien huge, il est donc bien gigantesque, contrairement, par exemple, au livre de base. Mais vous allez voir que tout est mis de l'avant pour pouvoir avoir une narration qui va être effrénée, qui va mettre aussi peut-être des thématiques qui sont sous-jacentes dans Curse of Strahd. Des thématiques en lien avec l'amour, des choses comme ça, l'horreur, le regret, que oui, il est possible de toujours explorer puis d'aller comme lire des blogs sur Reddit, peu importe, mais que précisément cette aventure-là va pouvoir faire relever et mettre de l'avant afin de, on va dire, mettre sous lumière certains thèmes ou certaines choses que le jeu laisse sous-entendre, mais qui ne sont pas explicitement dit. Et encore une fois aussi, super beau. One Night Strahd, c'est vraiment un super bel ouvrage. Je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, c'est ça. Mon numéro... C'est mon numéro quoi, ça? Mon numéro 4. Okay. Numéro 3, The Hunt de P.B. Publishing, Phil Beckwith. Découvrez les secrets et chassez le mal du manoir de Mont Tartas. Une aventure unique de 6 à 8 heures sur le thème de l'horreur, conçue pour des personnages de niveau 4 ou 5. Dans un passé lointain, une ancienne ville a été perdue et détruite par un siège d'orques. Un seul bâtiment a survécu à ce jour, le manoir est le seul bâtiment encore debout à des kilomètres à la ronde. Certains disent qu'il est hanté, d'autres parlent de grands trésors à l'intérieur, tandis que certains mentionnent encore que c'est le manoir lui-même qui est vivant. Personne n'en est sûr, seulement qu'un grand mal hante ces salles. Vraiment un one-shot super intéressant et très bien construit pour des DM qui ne sont pas nécessairement encore très à l'aise avec la 5e édition. C'est une aventure qui va vraiment vous prendre par la main, si ça vous intéresse, bien sûr, de manière consentante, et vous faire vivre une expérience en tant que maître de jeu pour vous démontrer comment décortiquer une histoire, comment la faire jouer, et qui va vraiment se prendre en main, qui va se mettre sur papier et en action de manière vraiment simple, super efficace, qui sans grande difficulté, pas trop de choses à prendre en considération, pas trop de points rouges à relier ensemble pour pouvoir expliquer la trame narrative. Ça y va assez rondement. Je pense qu'il y a des choses qui... Je crois qu'un DM qui est très expérimenté avec des joueurs qui sont très expérimentés vont peut-être trouver ça un peu trop direct, un peu trop simple. Mais si jamais vous voulez tout de même essayer, le côté horrifique est vraiment bien mis de l'avant, que ce soit dans les combats, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans le déroulement de l'histoire aussi. Il y a vraiment une petite touche d'horreur
très bien exploité, qui est tout de même un peu classique, mais qui, selon moi, va peut-être vous faire changer de mood ou d'ambiance si vous étiez moins dans ce type d'aventure-là. Il y a certaines choses qui peut-être sont un peu vides. Je ne dirais pas nécessairement qu'il y a des... Je vois sur Internet, et effectivement, c'est vrai, il y a certaines pièces qui manquent un peu de vie, que je rajouterais des choses, mais justement, c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est tellement neutre, c'est tellement Donjon Dragon-esque, que sans problème, vous pouvez intégrer des choses à l'intérieur de l'aventure si vous voulez la rendre plus touffue, et ça ne va pas la dénaturer pour autant, ça ne va pas lui donner un autre mood ou une ambiance étrange, puis les joueurs ne vont pas vraiment avoir l'effet de « Oh, ça n'a pas rapport là, ça. Pourquoi c'est là? Ça ne concorde pas avec le reste. » Non, tout peut facilement, dans le fond, s'interrelier ensemble sans grande difficulté. C'est très rapide, ça joue super bien, ça s'exécute aussi sans problème, comme je l'ai mentionné, c'est stimulant, effrayant, amusant en même temps. Pour vrai, ce n'est que du bonbon. Je pense que c'est en tant que tel, avec l'autre que j'ai mentionné juste avant, c'est vraiment, ça demeure dans le très bon de ce que peut être distribué avec des aventures qui sont justement plus classiques et non officielles. On va dire ça comme ça. Numéro 2, The Madhouse of Tasha Kiss. Un petit village vide de villageois, à l'exception d'un garçon trouvé en pleurs à côté d'un chariot de spectacle de bouffons. Le garçon explique que les villageois, y compris sa famille, ont suivi, dans le fond, un jester dans le chariot et n'en sont jamais ressortis. Cela mène un portail vers une dimension, une pocket dimension, comme on dit en anglais, une petite dimension à l'intérieur du wagon qui mène, en fait, à un endroit de folie où les aventuriers vont devoir affronter les pires choses pour pouvoir retrouver les villageois disparus. Et ça, c'est... comment pourrais-je dire? C'est un mélange entre Hit et Hellraiser. Hellraiser, le 2 surtout. Si vous connaissez un peu la série avec le gars avec Pinhead, le gars qui a comme des épines d'en face, là, ça me fait vraiment penser à ça. Pocket Dimension avec la folie. C'est vraiment comme Cliff Backer. C'est du gros Cliff Backer en scénario de jeu de rôle. Il y a vraiment... c'est vraiment terrifiant. Pour vrai. L'aventure est super terrifiante. Les personnages non-joueurs qui sont horribles dans leur description, même le déroulement, les salles que les joueurs doivent explorer, il y a c'est possible de rajouter des effets de bruitage. C'est vraiment comme un scénario qui est construit pour pouvoir vous stimuler à mettre de l'avant le plus l'immersion possible, que ce soit dans la description des cartes, que ce soit dans la rencontre avec les personnages, que ce soit les combats. Je pense que ça va vous stimuler à toujours vouloir en faire plus pour pouvoir rendre l'immersion encore plus palpable parce qu'elle l'est déjà énormément, puis tu as juste le goût d'en avoir plus. C'est très facile à gérer, c'est très facile à lire, à exécuter aussi également. Par contre, c'est vraiment intense, pour vrai. C'est vraiment intense. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient ne pas être très à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a du monde qui vont trouver que c'est too much pour eux. Fait que si vous êtes un DM et que vous souhaitez explorer justement l'ambiance torture, violence avec des chaînes qui revolent partout, justement à la Hellraiser, soyez sûr que vos joueurs savent dans quoi ils s'embarquent parce que c'est ça. Ça va être mémorable pour ça, mais ça se passe encore une fois très bien. Et moi, c'est le genre de choses que j'adore quand c'est justement présenté dans un contexte. Oh, une pocket dimension, une dimension secondaire, une semi-dimension dans un chariot de cirque. Ça se met partout. C'est ça qui est hot. Encore une fois, le scénario est construit de manière à ce que vous puissiez l'intégrer sans problème dans vos parties, que vous puissiez changer comme vous voulez bon nombre de choses et que ça va juste être une réussite autour de la table si vos joueurs ont le goût de vivre ce type d'aventure-là, qu'ils sont dans le mood pour et que vous maîtrisez bien ce que l'aventure vous propose en termes d'ambiance et en termes de rendu. Fait que, oui, j'ai jeté un coup d'œil pour vrai, c'est The Madhouse of Tasha Kiss. C'est mon mélange entre It et Hellraiser pour moi personnellement. Et finalement, mon numéro 1, eh bien, j'ai triché. Je triche, je vous le dis. Je triche parce que de 1, ce n'est pas une aventure. Déjà de 1. De 2, parce que ce n'est pas un livre de Donjon Dragon. Et non, et là, je vois là, boum, il y a déjà des gens qui ont fermé la vidéo. Et oui, non, ce n'est pas un livre de Donjon Dragon, mais ce n'est pas pour autant impossible à utiliser avec Donjon Dragon. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Into the Weird, si j'ai la misère, c'est pas weird dans le sens E-I-R-D, mais plus W-I-R-D.
W-Y-R-D, donc Weird and Wild de Wet Ink Games. Et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Au-delà de la portée des routes, au-delà de la portée des mortels, il existe un endroit sombre, une ligne d'arbres ombragés que personne n'ose traverser, dont les limites ne sont pas perturbées. Ce n'est pas la forêt des bêtes et des fées paisibles, mais c'est plutôt le conte pour enfants sombres et tordus qui vous a terrorisé lorsque vous étiez enfant. C'est un monde de peur, de folie, d'effusion de sang, régi par le regard insensible des arbres anciens. Il n'y a pas de négociation possible avec les forces primitives qui dirigent ce monde non civilisé, car vous n'avez rien qu'elles puissent désirer. Les bois ne se soucient pas de vous, ne l'oubliez jamais. Into the Weird and Wild, dans le fond, c'est un supplément. C'est un livre supplément pour les gens qui cherchent à incorporer tout ce qui touche la nature sombre, la nature horrifique, étrange, sauvage et terrifiante dans le jeu de rôle au sens large. Fait que vous pouvez l'utiliser pour Donjons Dragons, vous pouvez l'utiliser pour Morkborg, vous pouvez l'utiliser pour whatever, le jeu que vous voulez. C'est vraiment pour apporter vraiment un aspect, les paysages sombres, les vastes forêts menaçantes, les marais qui sont, dans le fond, profonds et dangereux. C'est un livre qui va vous permettre, en fait, d'émuler l'ambiance d'un donjon. Dans le fond, la manière qu'un donjon va être construit, mais dans un milieu naturel. Donc, il y a vraiment comme une refonte. Il y a un système, plutôt plusieurs systèmes proposés à l'intérieur qui ne servent pas à jouer un jeu complet. Tu sais, qui ne vont pas être utilisés dans le fond pour faire je fais une game de Weird and Wild. C'est plutôt je vais prendre les règles, ces règles-là, et les incorporer dans mon jeu, qui peut être Donjon Dragon, qui peut être autre chose, afin d'émuler l'aventure horrifique des espaces sauvages. Donc, il y a des règles pour le voyage et la survie dans le milieu sauvage. Il y a des règles pour les événements étranges qui peuvent survenir lors des différents cycles de la Lune. Il y a des règles pour chasser, traquer, tuer des monstres. Il y a des monstres qui sont proposés, bien sûr. Il y a des objets aussi étranges en lien avec la nature. Il y a des sorts de la magie qui est aussi expliqué, qui peut être intégré dans votre propre jeu à vous. Il y a l'utilisation, justement, comme les différents outils qui peuvent être à votre portée pour donner l'effet d'un donjon dans l'espace sauvage, c'est-à-dire vous êtes quand même cadré, cloîtré dans un lieu dangereux et vous ne pouvez pas nécessairement vous enfuir alors qu'autour de vous se renferme une forêt sans fin. Il y a bien sûr des outils pour générer l'aventure avec le grand A dans le milieu sauvage. Il y a des tables aléatoires, full de tables aléatoires pour de la maladie, des régions étranges, des pièges, des dangers, de la flore. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que j'aime beaucoup justement tout ce qui touche le folk horror et Weird and Wild, c'est le titre de ce livre-là, vient vraiment me donner du jus sans cesse à explorer, dans le fond, toute cette saveur-là qui est la nature dangereuse. Et aussi du fait que c'est super bien écrit, l'écriture est les numéros 1, la manière que c'est décrit, que c'est expliqué, la manière qu'ils vont vous inspirer par l'aspect peut-être narratif de certaines tournures de phrases ou autre chose comme ça, parce que ce n'est pas c'est pas un livre purement 100% éducationnel. Là. Il n'est pas en train de vous donner de la matière, c'est vraiment une mise en contexte, une mise en abîme, c'est une immersion. Eh bien, pour ça, c'est vraiment stimulant, mais aussi également les illustrations qui sont tous faites par le même artiste, qui ont une qualité indéniable pour pouvoir implanter l'ambiance horrifique d'une forêt pesante, du danger qui se cache de l'autre côté d'un tronc d'arbre. Fait que, pour moi, c'est un livre de référence faramineux. Que je conseille à toutes les personnes qui ont un tant soit peu l'intérêt pour tout ce qui touche, même pas nécessairement l'horreur, oui, mais tout ce qui touche l'espace sauvage et essayer d'émuler, de rendre cet endroit-là le plus dangereux et le plus difficile possible pour vos joueurs. Tu sais, une ambiance à la Witcher, si jamais vous voulez faire une game à la Witcher, mais vous restez dans Donjons Dragons 5e édition, admettons, pognez-vous Into the Weird and Wild, c'est vraiment The Wet End Game. C'est du bonbon en barre, puis je ne peux qu'encourager. C'est pour ça que je l'ai mis numéro 1, parce que il peut se porter pour Donjons Dragons 5e édition, même si au final, ce ne l'est pas. Donc, c'est tout. C'était ma petite coquinerie de fin de vidéo. Fait encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui ont commenté, liké, partagé. Je serais curieux de savoir, vous, si vous avez des coups de cœur, de me le dire en vidéo. Ben, vous pouvez me le dire en vidéo aussi si vous voulez, je vais l'écouter, mais me l'écrire en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Encore une fois, oui, beaucoup de choses qui est anglais, parce que malheureusement, je n'ai pas tant de stock que ça de
le matériel francophone de Donjons Dragons pour la 5e édition. Peut-être que ça va changer un jour, peut-être que nous allons éventuellement sortir des choses, nous, chez Coup-Critique, qui sait. Mais d'ici là, merci aux commentaires et on se dit à la prochaine.